Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Petit live Instagram. J'ai mis la caméra du coup parce que je vais en profiter pour la mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je vais organiser régulièrement des petits lives comme ça entre nous. Voilà, on est là. Si vous avez des questions sur l'immobilier, surtout n'hésitez pas. Et je vais prendre toutes les questions une par une, je vais répondre. Et puis voilà, le but c'est de parler éducation financière, immobilier, cash flow. Voilà. Il y a d'autres choses intéressantes de parler dans la vie, c'est clair, mais cette chaîne elle est faite pour ça, donc on va pas s'en priver. Donc là il y a tout le monde qui commence à nous rejoindre. Par où commencer? Du coup j'avais vu la question par où commencer, donc c'est une question qui est assez vague. Si j'ai un conseil à dire aux personnes qui sont un peu perdues et qui savent pas du tout par où commencer, c'est d'investir sur soi-même. Voilà, si tu es au tout début, faut investir sur soi-même. Donc les fondamentaux de l'immobilier, les principes de base, les premiers process à maîtriser, tout ce qui va être éducation financière, différents actifs passifs, et après les fondamentaux de l'immobilier, donc voilà, les durées de crédit, comment faire du cash flow, les différentes stratégies d'investissement, comment faire une étude de marché, comment faire un bon dossier de financement à la banque. Donc voilà, tout ça c'est hyper important, mais la première étape c'est d'investir sur soi-même. Donc les connaissances, se former à fond, et ça c'est les premières étapes. Parce que plus vous en saurez, plus forcément vous allez économiser des milliers d'euros, et plus vous allez pouvoir mettre en place des process et des stratégies d'investissement ultra précises qui vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc la première étape c'est de se former. Ouais Geoffrey, la période sur laquelle tu empruntes pour réaliser du cash flow, tu parles du crédit ou pas? Parce qu'après tu me parles de CSG. Si tu me parles de crédit, reprécise ta question, mais si tu me parles de crédit, en tout cas, moi je te dirais d'investir sur la durée la plus longue possible pour avoir du cash flow. Et si tu pouvais t'endetter sur 100 ans, faudra le faire, tout simplement parce que plus tu vas étaler ta durée de crédit, désolé, je parle à la caméra, je parle aussi en direct ici. Mais en fait, plus vous allez étaler votre durée de crédit sur la durée vraiment la plus longue possible, plus forcément vous allez faire diminuer vos mensualités de crédit. Et donc forcément, le delta que vous allez avoir entre le crédit et les loyers, il sera hyper important. Et donc c'est comme ça que vous allez faire du cash flow. Typiquement, tu prends un investissement de 150, moi je vais prendre le mien, 155 000, donc un projet en colocation. Sur 25 ans, je suis à 710 par mois. Clairement, si je l'avais mis sur 15 ans, je serais peut-être à 1000 balles par mois. Donc voilà, c'est 300 euros que tu fais pas en cash flow tout de suite dans ta poche. Donc ce serait dommage de s'en priver. Donc quand vraiment tu priorises le cash flow, il faut s'endetter sur la durée la plus longue. Et c'est une des composantes du cash flow, c'est d'ailleurs le crédit, parce que tu peux, sur le papier, tu peux avoir un projet avec une très grosse rentabilité, mais si derrière tu as un crédit tout pourri sur 10 ans ou 15 ans, tu feras pas du tout de cash flow. Donc certes, ton crédit sera sur une durée la plus courte, mais derrière, c'est du cash flow que tu fais pas à l'instant T. Donc nous, ce qu'on veut, c'est faire du cash flow tout de suite et pas dans 15 ans, dans 20 ans. Donc voilà. Micro BIC ou LMNP. En gros, je disais, ça s'est coupé. Le LMNP, reposez-moi toutes les questions s'il vous plaît parce que ça s'est coupé, donc désolé. J'ai la vidéo en face parce que je vais la filmer pour la mettre sur YouTube. Mais en gros, pour répondre à la question d'Antoine, micro BIC ou LMNP, donc ça c'est quand vous faites du meublé. En fait, pour faire très simple, les revenus issus de la location meublée, c'est des revenus qui font partie des bénéfices industriels et commerciaux. Mais après, vous avez deux sous-catégories de régimes fiscaux. Donc vous avez soit le micro BIC, donc là vous avez un abattement de 50% sur vos revenus locatifs, ou soit vous avez le LMNP au réel, et là du coup vous déduisez toutes les charges sur vos loyers. Et en gros, clairement le plus puissant en fait c'est le LMNP, parce que le micro BIC c'est un abattement de 50%. Donc en gros, si vous faites je vous fais très simple, mais si vous faites 10 000 de loyer par an et que vous avez un abattement de 50%, vous choisissez le micro BIC, donc c'est un abattement forfaitaire. Vous enlevez 50%, il vous reste 5 000 et donc votre base imposable elle sera de 5 000. Donc après ça se rajoute sur l'impôt sur le revenu avec la CSG-RDS, enfin la CSG-CRDS, prélèvements sociaux, etc. tout le bordel. Mais en gros, forcément après si vous avez 10 ou 15 000 euros de charges à déduire et en plus de ça des amortissements, forcément, faudra plutôt opter pour le LMNP. C'est une certitude et c'est un des régimes les plus puissants qui existent en ce moment, le LMNP.
C'est juste ultra puissant. Une petite question de Valpac, comment éviter un maximum de loyers impayés? C'est ce qui fait peur, je pense, à beaucoup de personnes avant de se lancer dans l'IMO. C'est clair que c'est une des croyances limitantes qu'on peut avoir avant d'investir dans l'immobilier. Voilà, est-ce qu'on va être payé? Est-ce que nos locataires vont nous payer? Est-ce qu'on va se faire financer, etc. Et c'est vrai que la notion des locataires qui ne payent pas, ça peut revenir souvent. Il faut vraiment que vous mettiez ça en tête, c'est que les impayés en France, ça concerne seulement 3% du marché locatif. Donc c'est très très peu. Ça concerne uniquement 3% du marché locatif en France. Et après, vous avez tout un tas de stratégies à mettre en place, notamment une des plus connues, c'est l'assurance de loyer impayé. Donc ça, vous pouvez mettre ça en place. Assurance de loyer impayé. Vous avez la garantie Visale aussi, qui est pas mal. Et après, une des stratégies que vous pouvez mettre en place, en fait, justement, c'est d'utiliser une stratégie d'investissement comme la coloc, l'immeuble, la location saisonnière, etc., qui va décupler votre cash flow. Et en fait, ça, c'est des stratégies qui vont permettre de diluer les risques. C'est-à-dire que votre loyer, il repose plus sur une seule et même personne, mais il repose sur plusieurs personnes. Moi, j'ai des colocs de 4. S'il y en a un qui arrête de payer, bah, j'ai les 3 autres derrière qui payent. Donc voilà, là je commence à avoir un gros parc immobilier où j'ai 16 locataires. Là, à partir de la semaine prochaine, tout sera loué, mon dernier appart, donc je vais avoir 16 locataires. Et voilà, si j'ai 3 locataires ou 4 locataires qui ne payent pas, je sais que derrière, j'ai tous les autres qui vont payer. Et donc ça, c'est une stratégie d'investissement qui est ultra puissante, d'une part pour le cash flow, pour tout un tas d'avantages que je décrirai dans des vidéos plus spécialisées là-dedans, mais aussi justement pour diluer son risque, et du coup, votre loyer il repose plus sur une seule et même personne. Et donc ça permet de diluer son risque et de faire face en fait aux impayés. Tout simplement. Après, ce qui est bien aussi, moi avec la coloc par exemple, qui est une stratégie ultra puissante, c'est que je m'adresse essentiellement au marché des étudiants. Et les étudiants, voilà, il y a les parents derrière, il y a les garants, etc. Donc c'est encore un autre délire. Voilà, moi quasiment beaucoup de visites, il y a les parents qui sont là, on se rencontre, etc. On échange. C'est différent d'une personne voilà, qui n'aurait pas de garant, ou qu'un couple qui n'a pas forcément de garant, qui est dans la vie active, etc. Donc voilà. Mais il faut briser cette croyance limitante des loyers impayés. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, j'ai pas de garantie loyer impayé. Salut Aurélien, comment bien choisir son premier bien IMO pour commencer à créer son empire? Tout va dépendre de ta stratégie. Si tu pars sur une stratégie de location saisonnière ou si tu pars sur une stratégie de colocation, ça sera complètement différent. Donc c'est pour ça que en amont, il faut vraiment bien travailler sa stratégie. Quel objectif tu veux en fait avec l'immobilier? Si tu veux devenir rentier ou si tu veux juste léguer un patrimoine à tes enfants, c'est complètement différent. Si tu veux devenir rentier, tu vas uniquement te concentrer sur des opérations à gros cash flow, typiquement la coloc ou la location saisonnière ou la division ou l'immeuble. Et du coup, ça va être une typologie d'investissement qui sera complètement différente que si tu veux faire, je sais pas, un petit investissement comme ça en pleine campagne pour un jeune couple, un T2 ou un T3 par exemple, juste pour léguer du patrimoine à tes enfants plus tard. Et pareil, même si tu as une stratégie d'investissement à gros cash flow, que tu fasses de la location saisonnière où là tu vas plutôt te diriger vers des T2 ou T3, ça sera complètement différent que si tu fais de la coloc où là tu vas vraiment cibler des T4 ou des gros T5 pour avoir 4 chambres et faire vraiment des grosses colocs de l'espace. Donc là tout dépend de ta stratégie. Après, ce que je peux te donner comme conseil, et ça peu importe les stratégies, c'est de vraiment bien faire une étude de marché. Ça c'est hyper important. Il faut que tu connaisses ton marché vraiment sur le bout des doigts. Donc la demande locative, les prix au mètre carré, les centres commerciaux, enfin la dynamique de la ville, la croissance démographique, le taux de chômage, etc. Tout ça, il faut que tu l'étudies vraiment en détail pour que tu connaisses vraiment ton marché et pour que tu saches vraiment dans quoi tu investis. Et même si tu ne connais pas la ville, moi, à Brest par exemple, la ville que j'ai investi, enfin une des villes que j'ai investi, je ne connaissais pas. Même si je suis de Bretagne, je ne connaissais pas forcément. Et voilà, j'ai étudié à fond, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'universités, donc c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Et après, j'ai vu que les prix au mètre carré étaient vraiment très faibles, et donc du coup, voilà, j'ai commencé à chercher. Mais il y en a plein des marchés comme ça. Il y en a même qui sont encore plus intéressants, peut-être dans le sud ou dans le centre, ou voilà. Donc il faut vraiment, vraiment faire des grosses études de marché, vraiment très approfondies, et vraiment faire ça en détail avec la même précision qu'un horloger suisse, quoi.
C'est ça l'idée. Salut Ronan, est-ce que tu mets des fausses annonces de colocation avant de faire une offre? Ouais, ça c'est une excellente stratégie pour tester la demande locative. Il n'y a rien de plus simple que de mettre une annonce fictive pour tester la demande. Mais ça, il n'y a rien de magistral en fait. Il n'y a rien de plus magistral pour tester la demande. C'est excellent. Tu mets une annonce et comme ça, tu vois si tu as énormément d'appels. Si tu as énormément d'appels, bah, je te fais pas un dessin, c'est qu'il y a une énorme demande locative. Si tu as très peu d'appels, bah, c'est que c'est de la merde. Après, ça dépend aussi de la période dans laquelle tu fais ça. C'est sûr que si tu fais ça en plein mois de février ou plein mois de mars, tu auras peut-être moins de demandes que si tu fais ça en plein mois de juin où là, tu as toutes les rentrées scolaires. Après, ça dépend. Si là, tu me parles de colocation, donc moi, je vois tout de suite au niveau des étudiants. Mais après, ça dépend de ton marché, ça dépend qui c'est que tu cibles. Mais une annonce fictive, il n'y a rien de mieux pour tester la demande locative. Antoine, est-ce que tu mets tout en meublé? Moi, je fais que du meublé. LMNP, au réel, voilà. C'est la base de la base. De une, parce que ça permet d'apporter beaucoup plus de valeur. Donc, tu peux mettre un loyer plus cher, du coup, plus grosse rentabilité, plus gros cash flow. Et en plus de ça, fiscalement, c'est ultra intéressant parce que tu bénéficies d'avantages fiscaux qui sont stratosphériques. Notamment le LMNP. Annabelle, mon amoureuse, qui a fait sa 3e opération immobilière. Je vous mettrai une vidéo d'ailleurs de son appartement. Là, on a tout meublé, etc. Donc, je vous mettrai une grosse vidéo YouTube qui va sortir là-dessus. Je souhaite investir pour un premier bien. Que me conseilles-tu? Je veux surtout avoir du cash. Que conseilles-tu, sachant que je ne peux qu'investir vers le mois de mai? Alors déjà, pourquoi est-ce que tu peux investir que pour le mois de mai? Ça se trouve, c'est peut-être une croyance limitante. Je ne connais pas ta situation, mais faut pas repousser. Après, encore une fois, ça dépend de ta situation, mais je serais curieux de savoir pourquoi. Après, je vais t'investir pour un premier bien. Que me conseilles-tu? C'est la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Ça va dépendre de tes objectifs. Peut-être que tu vas avoir envie de faire... donc là, ouais, tu me dis que tu veux faire du gros cash flow. Il faut que tu partes sur une stratégie d'investissement au rendement qui va te générer, qui va vraiment cracher du cash flow. Donc là, tu as la coloc, tu as la location saisonnière courte durée, tu as la division de biens, l'immeuble de rapport. Ça, c'est vraiment 4 stratégies vraiment ultra puissantes que tu peux utiliser. Donc voilà. Et pour un premier bien, bah après, voilà, peu importe. Si tu veux partir sur de la coloc, par exemple, tu vas chercher des gros T5 ou des gros T4 où tu peux mettre 3-4 chambres et où tu vas pouvoir optimiser ton cash flow. Avantage et inconvénient de mettre en agence. Moi, je ne suis pas trop partisan des agences immobilières. Et pour autant, quand je travaillais, j'étais sur Paris. Donc Paris-Bretagne, ça fait quand même un peu de route. Et pour autant, j'arrivais à gérer tout seul. Une fois que tu as mis en place... Enfin, c'est pas compliqué en fait. Une fois que... Moi, par exemple, quand j'ai moi, c'est essentiellement des étudiants, vu que je fais essentiellement de la colocation. La colocation, une fois qu'elle est mise en place en septembre, tu es tranquille jusqu'à mai-juin. Tu es tranquille jusqu'à mai-juin. Et encore, moi, j'ai des apparts là où cet été, j'ai eu aucun turnover. Donc là, j'ai un appart où les 4 locataires, enfin les 4 colocs qui sont restés. Donc voilà, donc ça dépend. Et dans ce cas de figure, bah en fait ça me ferait mal de donner 5 à 8% de mon loyer en fait à une agence immobilière qui va servir à rien. Donc ça dépend vraiment de ta situation géographique, parce que c'est clair que si tu as des appartements à Lille et que tu habites à Marseille, c'est vrai que même quand tu as des turnovers, ça peut être un peu compliqué, surtout si tu commences à avoir un gros parc immobilier. Après voilà, les agences, faut pas faire d'un cas une généralité, mais il y a aussi beaucoup d'agences. Moi j'ai remarqué, c'est un constat que j'ai fait, même s'il y en a qui sont très bien, et d'ailleurs peut-être qu'Axel, tu regardes ce live, et Axel c'est un agent, il est très consciencieux, très rigoureux, ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est un constat que j'ai fait, qu'il y a pas mal d'agences en fait qui s'en foutaient complètement, qui mettaient des annonces pas du tout optimisées avec 3 phrases, des photos complètement pourries. Enfin voilà quoi, c'est pas du tout optimisé, sachant qu'en plus quand tu as des turnovers, bah tu as des frais supplémentaires. Donc pour les entrées dans les lieux, sorties des lieux, etc. Donc moi je suis pas très partisan des agences, et je pense qu'en fait il faut d'abord commencer
soi-même, à gérer soi-même. Comme ça, au moins, tu sais ce que tu fais, tu te familiarises avec l'immobilier, tu t'apprends à faire toi-même. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Comme ça, après, quand tu délègues à une agence, au moins, tu sais ce que tu délègues, en fait. Donc je pense que c'est toujours intéressant de commencer déjà soi-même à mettre un peu les mains dans le cambouis. Et puis, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Après, ça dépend du temps que tu as à te consacrer. Mais encore une fois, moi, j'ai des turnovers l'été. Et c'est tout. Et quand j'ai des petits problèmes, là typiquement l'année dernière, le plus gros problème entre guillemets que j'ai eu à gérer, c'est un changement de frigo. Et changement de frigo, ça s'est fait à distance. Les filles m'ont appelé parce que le frigo est tombé en panne. J'ai appelé Darty, excellent. Ils m'ont renvoyé, ils m'ont repris l'ancien frigo, ils m'ont renvoyé, ils m'ont fait livrer un nouveau au 3e étage. Et voilà. Et j'ai juste eu à faire le virement, la facture et c'est terminé. Donc voilà. Et ça s'est fait à distance. Et j'ai eu 3 coups de fil à faire et terminé. 2 petits clics sur internet et puis voilà. Donc voilà, c'est bien de commencer soi-même, comme ça tu sais ce que tu fais. Et ensuite quand tu délègues, tu sais ce que tu délègues et c'est beaucoup plus enrichissant. Aurélien, comment choisis-tu les villes pour investir? J'en parlais tout à l'heure, je fais des très très grosses études de marché. Ça c'est vraiment l'étape ultra importante. L'étude de marché, c'est vraiment ultra important parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de déterminer après comment vous allez investir, quelle stratégie d'investissement vous allez utiliser. Et voilà, donc il faut vraiment que vous soyez vraiment consciencieux dans votre étude de marché et que vous... C'est comme en fait c'est comme si un gendarme ou un policier va faire un vrai travail d'investigation dans la ville. Donc il faut vraiment que vous preniez un maximum d'informations, le taux de chômage, la croissance démographique, les centres d'intérêt, les intérêts économiques de la ville, s'il y a des centres commerciaux qui sont en train d'être construits, et ne pas hésiter à aller voir l'urbanisme pour savoir s'il y a des projets en cours, étudier la demande locative, donc là on en a parlé tout à l'heure, par exemple faire des fausses annonces. Voilà, étudier vraiment le marché de la ville, connaître les prix au mètre carré, les prix moyens, estimer un loyer haut que vous allez pouvoir mettre, un loyer moyen et un loyer bas. Comme ça, au moins, ça va vous permettre de vraiment émettre des hypothèses pessimistes. Comme ça, au moins, vous savez qu'après, vous pouvez faire plus de cash flow. Donc voilà, il faut vraiment étudier de fond en comble la ville, c'est super important. Et moi, c'est comme ça que je choisis mes villes, en fait. J'allais dire, c'est pas un peu à l'arrache, mais... Moi par exemple, je me concentre uniquement vers la colocation parce que la colocation c'est une stratégie à haut rendement et c'est ce que j'aime bien parce que ça me parle. Moi j'ai déjà fait de la coloc et je trouve ça intéressant comme process, comme truc en fait, c'est sympa. Donc je me concentre là-dessus et du coup forcément je me concentre sur les étudiants. Même s'il y a beaucoup d'actifs, de jeunes actifs. Mais du coup je me concentre uniquement sur les étudiants et du coup forcément je me concentre sur mon étude de marché, je me concentre vraiment sur déjà les prix, la demande, mais aussi sur les universités. S'il n'y a qu'une université, pour moi, c'est trop léger. Quand il commence à avoir pas mal d'universités, des STAPS, des médecines, des histoires, des je sais pas quoi, ça commence à être pas mal. Ça commence à être pas mal. Des IUT, des je sais pas quoi. Là, ça commence à être bien. Donc moi, je me concentre vraiment là-dessus. Après, celui qui veut, par exemple, partir sur de la location courte durée, peut-être qu'il va essayer de voir au niveau des gares, au niveau des grands axes routiers, au niveau du centre-ville, s'il y a un côté historique, tout ça. Enfin, en fait, il faut adapter vraiment son étude de marché à sa propre stratégie. Mais moi, c'est comme ça que je fais en fait pour vraiment choisir les villes dans lesquelles j'investis. Moi, vu que je fais de la coloc, comme je t'ai dit, je me concentre vraiment sur, par exemple, les universités. Après, comme je t'ai dit, il y a plein d'autres critères, hein, comme la demande locative, les prix au mètre carré, etc. Mais c'est un des critères que j'utilise. Si, Maël, avais-tu un CDI pour l'emprunt avec la banque? Ouais, j'avais un CDI. J'avais un CDI, même si tu peux emprunter en CDD, il y a même des gens qui empruntent au chômage, mais ça je vous le recommande pas parce que forcément plus vous allez avoir une situation stable, plus vous allez avoir une situation stable et pérenne, plus forcément la banque elle va voir qu'il y a peu de risques. Donc forcément vous serez finançable beaucoup plus facilement et sur des plus gros montants. Donc ouais, le CDI c'est ce qu'il faut pour commencer et ça va vous permettre de lever des fonds plus ou moins importants selon votre situation personnelle, professionnelle et selon le projet aussi que vous allez financer. Parce que si vous financez un projet qui n'est pas rentable,
vous allez pouvoir en faire un ou deux, mais le troisième, quatrième, ça va pas passer. Alors que si vous enchaînez des biens et des opérations rentables à chaque fois, qui vous génèrent du cash flow, la banque elle voit que vous savez investir, elle voit que vous êtes quelqu'un de sérieux, et voilà. Et elle vous fera confiance par la suite parce qu'elle voit que vous êtes quelqu'un de rigoureux et vous êtes carré et tout est bien fait et en fait ça vous génère des excédents de trésorerie. Et donc à chaque fois que vous générez du cash flow, vous allez augmenter votre capacité d'emprunt et c'est comme ça que la banque elle va vous faire confiance. Et après on démissionne, c'est ça. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait il y a 5 mois. 5 mois, ouais, en avril. Donc voilà. Donc ouais, c'est l'idée, hein, l'indépendance financière, c'est ça. C'est pouvoir transformer son salaire, parce qu'on est tous obligés de passer par là, pour pouvoir soulever des fonds. Donc c'est de transformer son salaire petit à petit en actif, qui petit à petit justement va remplacer votre salaire et va vous permettre de devenir libre financièrement. Pardon. Donc voilà. Salut Simon. Salut Simon. Salut mon gars, je te regarde depuis le taf. Ça c'est un mec qui est déter. C'est la motivation. Je disais tout à l'heure, la meilleure étape pour commencer c'est d'investir sur soi-même. Et voilà. Faut investir sur soi-même. Faut rester focus sur ses objectifs. Faut investir sur son mindset. Il faut briser ses croyances limitantes. Et voilà, il faut foncer. Faut charbonner pendant 3-4 ans, peut-être 2 ans pour ceux vraiment qui iront à fond. Et une fois que vous avez charbonné, une fois que vous pouvez devenir rentier, après voilà, c'est le top.